pour les bonnes pratiques agricoles de façon générale dans le domaine des grandes cultures. Il faut raisonner de façon dynamique et pas statique. Par exemple, la rotation de culture. Nous, maintenant, on parle de la rotation des cultures en se basant sur c'est-à-dire d'utiliser les racines pivotantes et les racines fasciculées. Donc, il faut alterner les racines pivotantes fasciculées pour, en quelque sorte, remplacer le labour mécanique par le labour, entre guillemets, le labour biologique du sol, soit par l'ombrique, par le ver de terre, ou bien par les racines qui vont jouer le rôle d'un charrue et vont améliorer la porosité, vont améliorer l'aération du sol. Et surtout, l'utilisation, comme a dit mon collègue Mohamed Hanebi dans la philosophie de l'agroécologie, au maximum la biodiversité végétale, essentiellement les mélanges de cultures. Maintenant, pour le cas de forage, on parle des médailles, 4 et 5 espèces, pour améliorer la biodiversité, améliorer la fertilité de sol et on raisonne l'agriculture. Parfois, maintenant, les gens parlent ils fertilisent, ils ne fertilisent pas la culture économique, ils fertilisent les plantes de couverture. Donc, parce que les plantes de couverture vont jouer le rôle d'un fertilisant biologique pour la culture économique en succession. Donc, c'est une autre façon de penser. On s'excuse, on est très limité par le temps, donc on passe pour la deuxième question des participants réels. Donc, monsieur. Merci. Leït Bembech, agriculteur, et je suis là au nom du Tinagri, comme l'a dit tout à l'heure Madame Amr, partenaire d'un projet transfrontalier qui s'appelle Organic Ecosystem. Mais en réalité, ce n'est pas une question rapidement. C'est deux observations que je voulais faire. D'abord, je voudrais me féliciter pour être agriculteur avec quelques kilomètres au compteur depuis un certain nombre d'années. Je me félicite qu'il y ait, et donc je félicite notamment les organisateurs de cet atelier, notamment le CTAB, d'avoir invité des intervenants pour parler d'agriculture de conservation. Parce que très souvent, dans les cercles internationaux, mais plus encore dans notre pays, on a tendance un peu trop segmenter les choses. Et donc, je le dis de manière aussi convaincue qu'appuyée, on aura besoin de toutes les agricultures pour que notre pays puisse produire, pour que nous puissions nourrir les gens. Mais en même temps, il y a énormément d'interactions entre l'agroécologie, entendue comme elle a été très bien présentée par mes amis, puisque nous avons longtemps travaillé ensemble, ici Mohamed Haneb et ici Had Mohamed, entre l'agroécologie, entendue comme agriculteur de conservation, et le biologique. Tant il est vrai que dans le pays où nous sommes, et l'agriculteur que je suis, sachons très bien qu'il y a un problème de taux de matière organique dans les sols. Comment peut-on aller faire du biologique sans qu'on ait un minimum réussi à améliorer la fertilité des sols? Mais en même temps, il y a beaucoup de choses à faire, qui sont les couverts sous les oliviers, qui sont les cultures enrichissantes sous les cultures arboricoles. Deuxième chose, c'est que ce qui a été dit, et notamment la question de l'internaute, très souvent on oppose, parce que quand on dit biologique, enfin de manière très schématique, c'est travailler extrêmement le sol, ce qui est antinomique avec l'agroécologie, où il y a une réduction de la perturbation du sol. De l'autre côté, dès qu'on dit agriculteur de conservation, on saute sur le glyphosate, alors qu'évidemment, l'agriculture biologique est anti-produit de synthèse, d'une manière générale. Le glyphosate étant la chose la plus en vue maintenant. On est utilisé des hormones lourdes ou d'autres produits que nous utilisons des fois dans nos agricultures conventionnelles, n'est pas du tout admise. L'idée sur laquelle je veux souligner, c'est qu'il y a dans l'une comme dans l'autre démarche un temps d'adaptation. Et c'est pour ça que dans les pouvoirs publics, et là j'interpelle, c'est à la fois l'agriculteur et les syndicalistes qui parlent, doivent prendre en considération que dans l'un ou l'autre cas, comme dans tous les cas, il y a un temps d'adaptation et donc il y a un temps aussi d'appui et d'accompagnement des gens pour qu'ils fassent ça. Après que vous vouliez faire un peu de travail comme vous l'avez dit, si la destruction mécanique ou la destruction thermique ou un petit coup, passez-moi l'expression, hein,
je ne suis pas devant l'organisme certificateur de produits chimiques raisonnés. Si c'est au final pour produire, pour nourrir les humains, tout ça pourrait aller ensemble. Pour finir, je voudrais encore une fois vous féliciter de cette initiative, du lancement de ce projet qui est un projet porteur et structurant, et vous dire que dans le cadre, encore une fois, de ce que j'avais annoncé au départ, de l'organique écosystème, qui est un projet transfrontalier dans lequel nous sommes partenaires, en collaboration avec la DGAB, mais avec des partenaires du bassin méditerranéen, nous avons besoin d'énormément de synergie, donc c'est un appel que nous vous lançons pour approfondir notre partenariat. Et, by the way, nous avons lancé un appel à candidature qui est sur différents sites, sur le nôtre, sur les pages Facebook de Jam'iyati, de Sinagri, etc., pour une base de données de consultants et d'experts. Voilà, merci. Et désolé si j'étais un peu long. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires? D'accord, merci. Donc, on passe à la question des internautes. Donc, il y a Onobio qui dit qu'ils sont intéressés pour être partenaires pour ce projet. Donc, ceci a été demandé. Et on passe aussi à une autre question qui demande comment elle peut faire pour être guidée et orientée dans le domaine des plantes médicinales et alternatives. Comment être orientée dans tout ce qui est dans l'agriculture biologique. Donc, est-ce qu'il y a une conférence qui souhaiterait répondre? Ok, donc pour la question du PAM, vous pouvez consulter le site du CDAP et vous pouvez avoir des informations même à la présentation de ce projet. Ce n'est pas propre, la réponse ne sera pas propre aux plantes aromatiques et médicinales pour le mode bio. Pour toute spéculation et toute activité animale, j'insiste, végétale, forestière, aquacole, spiruline, tout ce qui est donc activité et filière convertible à l'agriculture biologique. Le premier point serait le contact direct avec les divisions de l'agriculture biologique qui sont dans chaque gouvernorat. Donc au CRDA, des 24 CRDA, vous avez une division qui est censée être votre vis-à-vis, votre premier accès pour toute information relative à l'entrée dans l'agriculture biologique pour n'importe quelle spéculation et quelle filière. Le deuxième volet, c'est bien évidemment le centre technique qui est, comme on dit, soit via le site ou le contact à Châteaubriand, qui est finalement un centre technique national. Et bien évidemment la direction centrale de la DGAB au ministère de l'Agriculture. Donc, tous les moyens sont bons pour avoir une réponse pour accéder à l'agriculture biologique. Je profite, en ayant le micro à la main, pour dire que on n'a pas cité de statistiques détaillées pour les filières, mais j'ai bien dit qu'on développait une vingtaine de filières, dont les filières animales. Aujourd'hui, on a quand même de l'apiculture qui se développe assez bien. Donc l'apiculture, donc miel et abeilles, mais avec ça, bien évidemment, tout ce qui est plantes mellifères et donc forêt pour. On a aussi donc des élevages de moutons, des élevages de poules. Et donc, c'est vrai que l'agriculture, donc la production animale ne s'est pas vraiment beaucoup développée, mais ça n'empêche qu'on peut le faire, il n'y a aucun problème. Et je profite, l'association qui est spécialisée pour ça, donc peut vraiment aider et pourrait être le porteur pour pousser donc, au développement de la production animale. Merci. Juste, je voudrais, concernant la remarque d'Inubio, notre projet est très ouvert d'associer tout intervenant dans le domaine de l'agriculture biologique et qui a une idée de micro-intervention qui a bien évidemment un impact. Donc l'Inubio sera la
bienvenue à notre projet, pour intégrer notre projet. Merci. Merci beaucoup. Donc, on prend la troisième question des participants. Donc, merci. Monsieur. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir invité. Je remercie aussi toutes les structures de l'agriculture écologique à l'échelle nationale, la DGAB, le OCTAP, la direction régionale, à l'échelle régionale et les URAP, qui ont contribué fortement au développement du bio depuis pratiquement 25 ans. Un mois de recherche de l'INRAT et d'ELESA, et je m'excuse. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis à côté de votre barrière, j'ai oublié pas mal de choses. Alors, j'ai quelques commentaires et quelques questions pour la conférencier. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, donc je voudrais prendre quelques minutes pour présenter quelques commentaires. Madame Samia Amar, mon amie, ma camarade, et nous avons traversé beaucoup les routes d'atelier. Madame Samia, est-ce que vous avez une idée claire actuellement sur le marché local? On a beaucoup parlé de la consommation locale. Donc, vous avez cité qu'on a exporté avec 250 millions d'euros, mais est-ce qu'actuellement, il y a une idée claire sur le marché local? Et est-ce que vous avez une stratégie, non seulement pour promouvoir, mais pour voir ce qui se passe à l'échelle locale, et avec des objectifs clairs et chiffrés? Deuxième commentaire sur... Oui, sur le culture maraîchère. Le culture maraîchère, si je vois nos pays voisins, le Maroc et l'Égypte, le Maroc a 2000 hectares de culture maraîchère sur 10 000 hectares. Ça fait 25%. L'Égypte a 25 000 hectares sur 100 000 hectares de culture maraîchère. C'est 25%. Nous avons encore un pour mille. Je pense que nous avons des climats proches avec le Maroc et l'Égypte. Il est temps qu'on doit mettre donc, une stratégie claire pour le développement des cultures maraîchères en Tunisie. Pour M. Annabi, c'est Mohamed Annabi, donc vous avez bien parlé de la sécurité des sols, c'est très bien présenté. Je voudrais encore ajouter un peu sur la nourriture des sols. On dit nourrir le sol parce que ce n'est pas fertiliser ou alimenter, mais nourrir. Comme on nourrit les humains, on doit nourrir le sol, c'est-à-dire nourrir les êtres vivants qui vivent dans le sol. Et si on aura un sol vivant, on est tranquille. Donc, on dit nourrir le sol nourrit la plante. Nourrir la mer nourrit le bébé. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la nature. Un deuxième commentaire sur l'application de l'écologie à l'agriculture. Alors, j'ajouterai que l'application du cycle écologique à l'agriculture. On voit seulement la forêt, ce qui se passe dans la forêt, comme fertilisation. Il y a la fertilisation naturelle. Donc, on doit imiter ça et appliquer ça à l'agriculture. Alors, M. Mohamed, est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur les services écosystémiques, les services écologiques que vous avez signalés? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples concrets? Et vous nous donnez, élaborer un peu sur l'empreinte écologique, qui est la pression exercée par les humains sur la nature. Cette empreinte, comment on peut l'évaluer pour évidemment ne pas passer de l'autre côté de la barrière? Un dernier commentaire, si Hatem. C'est Hatem, est-ce que vous avez étudié l'impact de l'agriculture de conservation sur les maladies, et particulièrement certaines maladies qui sont très graves comme le fusarium, etc. Et vous avez dit que le rendement a été augmenté en général par l'agriculture de conservation. Or, si on voit les chiffres, on trouve que depuis 20 ans, on a commencé l'agriculture de conservation et avec une évolution de 700 hectares par an. Et je pourrais comparer à 1 500 000 hectares pratiquement de céréales, c'est très peu. Donc, si le rendement a été amélioré, pourquoi on se demande que les agriculteurs n'ont pas adhéré sur un bon mode
de pratiques culturelles. Et merci. Merci, c'est Mohamed pour vos commentaires et pour vos questions. Donc, pour la première question concernant est-ce qu'il y a des essais sur l'effet de la conservation sur le Mali? Oui, il y a eu beaucoup d'essais sur l'effet de la de conservation sur les maladies fongiques, surtout les maladies fongiques céréales, et essentiellement les maladies qui sont transmises ou bien les spores qui se trouvent ou bien qui se conservent dans le résidu de culture, la transmission ou les maladies où la transmission se fait par les spores. Donc, pratiquement, tous ces essais ont été faits par Sibouzi de Masraoui à l'école du Quai. Il a fait beaucoup d'études. Il n'a pas trouvé de différences significatives entre la culture de conservation et la culture conventionnelle. Pas de différences significatives en Tunisie. Pour la deuxième question, pourquoi? Si, d'après les résultats, qu'il y a une amélioration de rendement, surtout pour les céréales, il n'y a pas eu une adoption de l'acide à grande échelle. Ça, c'est parce qu'il y a des problèmes de 2 ou 3 niveaux. Des problèmes techniques et des problèmes de transfert technologique. Les problèmes techniques ou bien agronomiques, c'est que durant la phase de transition entre la culture de conservation et la culture conventionnelle et la culture de conservation, donc le semoir à utiliser qui est très cher, relativement cher, il coûte actuellement environ 60 000 dinars, comparativement à un semoir de celui conventionnel aux alentours de 25-30 000 dinars. Donc, et comme vous savez, nos agriculteurs sont, la majorité, plus que 80%, sont des petits agriculteurs ayant une exploitation inférieure à 10 hectares. Donc, la capacité d'investissement, elle est très faible. Donc, la majorité des superficies ont été réalisées par les agriculteurs ayant une superficie très large. Actuellement, il y a environ en Tunisie, il y a pratiquement 80 semoirs de semis direct, qui permet d'appliquer le semis sans label. Donc, il y a le problème de semoirs. Autre chose que l'amélioration de rendement, elle n'est pas évidente. Dans les essais, oui, parce qu'on pratique l'essai dans le règle de l'art. Mais généralement, surtout dans les années pluvieuses, parfois la culture conventionnelle, le rendement il est meilleur. Le rendement de l'essai, surtout durant la phase de transition, le rendement en activité de conservation est meilleur que la culture conventionnelle, surtout dans les années sèches. Parce que dans les années sèches, il y a une meilleure disponibilité de l'eau en acide qu'en activité conventionnelle. Donc, ce sont pratiquement les 2 raisons pourquoi les superficies ne sont pas, par rapport à la superficie de tas de céréales, n'est pas très importante. Merci beaucoup. Un micro-organisme, un champion du sol jusqu'à un arbre d'eucalyptus implanté dans le milieu d'un champ cultivé. Et ceci à différentes échelles aussi. Si par exemple je parle d'un service de purification de l'eau, par exemple, que le sol et la constitution du sol apportent, l'échelle va être l'échelle de bassin versant, puisque le cycle de l'eau à l'échelle territoriale, il est plus ou moins dimensionné à l'échelle de bassin versant. Si je parle du service qu'un micro-organisme du sol bénéfique type récipient ou autre apporte à une culture, je peux parler de l'échelle parcelle d'exploitation et pourquoi pas de la chaîne de valeur de cette culture-là. Donc, les services écosystémiques, c'est un concept qui est modulaire, qui n'est pas figé et qui n'est pas monospécifique. Les services, généralement, ce sont plusieurs services qui se couplent dans un même espace. Si, par exemple, j'ai des micro-organismes bénéfiques dans le sol, j'aurai probablement des arthropodes. Ces arthropodes sont des bons pollinisateurs. Donc, si ça fonctionne d'une bonne façon, ça fonctionne à peu près pratiquement dans l'ensemble des maillons.
Donc là, c'est pour les services écosystémiques. L'empreinte écologique, donc c'est comment j'évalue la perte d'une pratique dégradante sur si on va rester dans l'agrosystème. Je ne veux pas parler de l'éco-agrosystème, l'agrosystème. L'empreinte, généralement, elle est évaluée à deux niveaux. Le niveau qui est beaucoup plus accessible, c'est le niveau biophysique. C'est la perte d'un rendement, la perte d'une diversité, l'érosion des sols. Tout ça, on peut le quantifier en termes de quantité, de concentration, mais le plus intéressant, et ce qui se fait le plus couramment, c'est la perte en termes économiques. Donc, généralement, si je perds le sol par érosion, combien je perds? Donc, l'évaluation économique de la dégradation des sols, bien de la dégradation de l'écosystème, c'est l'approche généralement le plus intéressante à travers plusieurs méthodes, mais l'outil le plus intéressant, c'est l'analyse coût-bénéfice à différentes échelles, à l'échelle de la terre, à l'échelle de la société, et même on peut y aller à l'échelle globale. Par exemple, si on s'intéresse à l'émission des gaz à effet de serre, ou bien à la pollution des grandes nappes transfrontalières ou autres. Donc, je pense que j'ai apporté des réponses, mais ce que je voudrais dire, et pour synthétiser un petit peu, c'est que pour évaluer, chaque pratique a des points positifs et des points négatifs. Donc, le bilan, il est intéressant de le faire, et par rapport à la stratégie de chaque pays, de chaque organisme, de chaque approche, de chaque chaîne de valeur, et il faut tirer les conclusions et les directions à suivre. Qualité de conservation du glyphosate. OK, mais peut-être d'autres pratiques, il y a d'autres éléments qui portent question. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je le répète, si on revient à l'approche système, et là je me retourne vers les AB, l'agriculture biologique, qui est peut-être vers l'extrémité de la transition agroécologique. Si par exemple un agriculteur il est tout seul dans un territoire, il fait des tomates bio, je ne pense pas que son implémentation à terme va réussir, parce que du moment où son environnement il est différent, je ne veux pas dire il est différent, il y aura peut-être et sûrement des contaminations se naissent à travers le cycle de l'eau, l'irrigation ou autre. Mais là, pour rebondir, et je le répète à chaque fois que j'ai l'occasion, on parle d'intensification et tout. En Tunisie, mais vraiment, on n'est pas intensifié. L'agriculture tunisienne, à part à mon avis, quelques secteurs, surtout en culture maraîchère, et l'intensification, elle n'est pas vraiment une intensification qui porte préjudice très important. Et la preuve en est, lorsque la conversion de l'agriculture des grandes parcelles, ou bien de la majorité du patrimoine agricole, a été facilement convertie en agriculture biologique, puisque initialement, il n'a pas été plus ou moins contaminé par le mouvement d'intensification de la révolution verte. Donc, c'est pour dire que la situation n'est pas très alarmante, sincèrement, mais les concepts sont là pour dire revenons à la nature et à l'écologie. Et merci. Merci beaucoup, M. Arnabi. Juste, je continue par rapport à la question. Donc, c'est Mohamed. Je ne prétends pas vous apprendre quelque chose, même si vous êtes parti à la retraite, et je suis contente de vous revoir. Je suis sûre que quand on a l'amour de l'agriculture biologique, on ne peut pas être très loin, donc vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Ce qui est important pour le marché local, c'est qu'aujourd'hui, pour vous dire qu'il y ait une étude spécifique pour les besoins réels, la demande réelle du marché local qui a été faite, il n'y en a pas. Il y a eu beaucoup de petits travaux d'étudiants
pour voir un petit peu et apprécier la demande, mais ce n'est pas une étude générale qui vous donne réellement la demande. Mais on a des indicateurs. Quand on voit le nombre de magasins qui vendent des produits bio qui depuis, disons, ces 10 dernières années, qui n'arrêtent pas de se multiplier, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, il y a de plus en plus de consommateurs tunisiens qui sont sensibles à leur santé et qui cherchent de plus en plus donc, les produits bio. C'est une chose qu'on n'a pas vue, disons, entre 2000 et 2010. Donc, ces dernières années, et surtout les 5 dernières années, il y a quand même une multiplication de points de vente de produits bio. C'est vrai que ce qui manque, c'est essentiellement les légumes, fruits et légumes. C'est toujours la demande, parce que si on veut consommer bio, on cherche essentiellement les fruits et les légumes, le quotidien. Tout ce qui est produits transformés, etc., ça existe et il est sur le marché et les gens peuvent l'avoir. Et vous savez plus que moi qu'il faut avoir une demande déterminée pour pouvoir développer le marché des cultures maraîchères qui sont des produits périssables, etc. Aujourd'hui, comme par hasard, avec le Covid, vous avez vu qu'il y a un nombre assez important qui se développe de ventes en ligne et de ventes en ligne de produits frais bio. Donc, les liens sont en train de se faire entre consommateurs et producteurs directement. Et c'est encore mieux d'ailleurs, parce que réellement, c'est ce qui va pousser l'agriculteur à aller un peu plus vers les cultures maraîchères essentiellement, donc les légumes. Ceci, on est conscient que pendant 20 ans, au plus, on a travaillé sur un marché identifié qui est le marché international. Et là, on avait donc des demandes claires et les gens se sont mis à produire pour l'exportation. On n'avait pas de problème. D'ailleurs, tout ce qui est géothermie, c'est essentiellement pour l'export. Et aujourd'hui, donc, on est nous cherchons donc avec d'ailleurs ce que j'avais présenté comme objectif de développement des filières. Et j'avais dit qu'on était sur la mise en place d'un plan national de promotion. Donc la promotion et développer le marché local, c'est essentiellement pour tout ce qui est légumes et fruits. Aujourd'hui, on fait pousser aussi un petit peu les structures d'appui avec le GIL. Maintenant, on a un programme. On a établi carrément un programme entre la DGAB, les divisions et le GIL. Et on a même outillé le GIL avec du matériel spécifique pour le développement des cultures maraîchères. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, on va aller pas seulement sur les légumes, mais sur tout ce qui est production de semences et plants en culture maraîchère avec le GIL, donc en partenariat avec le GIL. Et nous pensons qu'on va passer, j'espère, le cap aujourd'hui pour les cultures maraîchères. Au moins, je pense que maintenant, on va partir sur une autre évolution qu'on n'avait pas vue jusque-là pendant les 20 dernières années. Donc, voilà pour répondre en partie à vos attentes. Allez-y. Mais en attendant de vous aussi, avec votre expérience, je pense que vous pouvez aider aussi. Hein. Bien sûr. Une petite information qui celle à parler du Covid. Une information de prise de surveillance, c'est qu'il y a eu récemment à l'échelle internationale qui a montré que le Covid a eu un impact positif sur la demande des produits biologiques. Donc, l'année prochaine, vous allez avoir des chiffres très importants à l'échelle de superficie et à l'échelle de production à l'échelle mondiale. Donc, merci pour le Covid, pour cet aspect. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, on termine avec 2 questions. Donc, la première, c'est en ligne. Donc, l'internaute qui se pose la question, c'est pour M. Khaled. Donc, comment ce projet peut aider la régionale à développer le bio, mais aussi, c'est quoi le positionnement de consommateurs bio par rapport à ce projet? Merci pour cette question. Donc, j'ai dit tout à l'heure, le projet est très ouvert à accueillir toute idée, tout intervenant
ayant une idée sur une intervention avec impact positif. Donc, s'il a une idée, il nous contacte et nous discuterons davantage ceci pour signer un contrat de intervention. Merci beaucoup. Donc, on passe à la deuxième question en présentiel. Donc, Madame. Madame Joël Guimel, la directrice des concerts Tunisie en Algérie. Tout d'abord, je voulais remercier Sira pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous en présentiel. Donc, on change un petit peu de cadre de webinaire, tout ça. Et je tiens à vous féliciter du 21e anniversaire. 20 ans, c'est la jeunesse. Et d'où justement le lancement de ce projet-là. Je pense que c'est un projet intéressant. Aujourd'hui, l'esprit change pour viser l'international. Et je trouve que c'est très bien par rapport au cadre, par rapport au secteur de l'agriculture biologique en Afrique du Nord et par rapport à la Tunisie. Alors, juste, je vais faire un petit commentaire, une petite question. Mon commentaire par rapport, quand on parle de l'agriculture biologique, l'esprit, il a changé depuis 20 ans. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture biologique qui englobe tout type de produits agricoles, transformés, que ce soit d'origine agricole ou d'origine animale, la production animale. Et j'aimerais bien rajouter par rapport à notre expérience, c'est qu'aujourd'hui, on a des produits cosmétiques aussi, des produits textiles bio. Et je vais redonner rapidement deux chiffres très intéressants, c'est que qui m'a parlé, comme il a dit si Mohamed, c'est que par rapport au Covid cette année, il y avait une évolution par rapport aux productions produits cosmétiques, plus 25%. Par rapport aux produits textiles, on certifie en Tunisie, vous allez peut-être être surpris du chiffre, mais plus 325% des projets en certifié textile. Donc aujourd'hui, le potentiel est là. Je pense que la Tunisie, par rapport à ce potentiel-là, doit profiter de ça, doit profiter de sa notoriété, de sa présence dans l'Afrique du Nord et de sa présence par rapport aux pays, que ce soit européens ou d'autres pays. Ma question, pour finir ce séminaire-là, la prochaine étape, Siral, c'est quoi votre prochaine étape? Si vous avez une idée par rapport au deadline, très rapidement. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie, Mme Hummel, pour votre intervention pertinente. La prochaine étape, c'est le passage à l'exécution pour atteindre les objectifs de notre projet, à savoir la création de plateforme numérique, donc une base de données qui va renfermer toutes les données techniques, marketing, tout discipline confondue, scientifiques aussi, qui touchent l'agriculture biologique et l'agroécologie de façon générale, et particulièrement l'agriculture biologique. Le passage à l'action pour identifier aussi des multiplicateurs de connaissances, et à travers ces multiplicateurs, donc, une fois identifiés, ils sont appelés à installer des plans d'intervention qu'on va financer, comme je disais tout à l'heure, à hauteur de 735 € pour chaque plan d'intervention. Bon, c'est peu, mais ça encourage, ça motive les trucs. Voilà. Donc, ça, ce sont les étapes qu'on va enchaîner. Merci. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? D'accord, madame. Merci, bonjour, c'est Rufin Dik de l'Institut Agronomie de Champagne. Je remercie d'abord les organisateurs, particulièrement Iratsesi pour m'avoir invité. Et je voudrais intervenir par 3 petites remarques. Alors, je reviens toujours au marché local. Merci, Madame Hamad, pour les éclaircissements. Mais franchement, je pense qu'il est vraiment temps de développer ce marché. Le marché, il est demandeur, ça, je peux vous l'assurer, vous l'avez bien mentionné, Madame Semia, il y a eu beaucoup de travaux. Personnellement, j'ai conduit pas mal d'enquêtes avec les étudiants qui ont prouvé que le marché, il est demandeur. C'est vrai que le secteur de l'agriculture biologique est très bien développé en Tunisie, mais c'est l'autre qui en profite. Ce n'est pas le Tunisien qui en profite.
Malheureusement, c'est l'autre, c'est l'européen. C'est la Tunisie qui en profite, peut-être pas le Tunisien, mais la Tunisie. La Tunisie en profite, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais il est vraiment temps que le Tunisien en profite parce que je sais très bien que le Tunisien demande maintenant des produits bio. Ça c'est la première remarque et j'espère vraiment qu'un jour on verra concernant les points de vente, Madame Semia, c'est surtout des produits importés qui coûtent extrêmement cher pour le Tunisien. Donc, ce que demande maintenant le Tunisien, c'est des produits frais. C'est comme vous l'avez bien mentionné, c'est surtout des fruits et des légumes. Ma deuxième petite remarque, elle concerne Siranebi. Donc, c'est la remarque qu'elle est adressée à Siranebi concernant les cultures associées pour attirer votre attention sur le fait de faire très très attention au type d'association. Parce que pas mal d'associations peuvent poser problème. Je note particulièrement, par exemple, l'association Olivier Pomme de Terre que beaucoup d'agriculteurs font et qui cause un très très grand problème à cause du verticillium. Parce que le verticillium se développe facilement sur la pomme de terre. Alors la pomme de terre, c'est une culture qui va me prendre 3-4 mois, je vais l'arracher, mais je peux avoir de très mauvaises répercussions sur l'olivier qui va rester là pour toute la vie. Troisième petite remarque, elle concerne la remarque qu'a fait Mme Semia concernant la diplomation. Très, très, très important. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on crée ou bien une spécialité ou bien une filière qui forment des ingénieurs spécialisés ou bien des techniciens spécialisés en agriculture biologique. Jusqu'à maintenant, l'étudiant ou bien l'ingénieur, pendant toute sa formation, il reçoit seulement un module ou deux maximum sur les techniques de production, la certification. C'est trop peu si on veut vraiment développer le secteur en Tunisie. Il y a eu une option agriculture biologique qui a été créée à l'ISA Chapmalier en 2011. Malheureusement, ça n'a pas duré et chaque année, le directeur de l'ISA est ici présent. On essaie de solliciter ou bien d'encourager les étudiants à choisir de nouveau cette option, mais c'est en vain jusqu'à maintenant. Donc j'espère qu'un jour, on attirera plus d'étudiants, pas seulement à Châtelet, mais à l'ENAT, à Montgomery, etc., pour former plus d'ingénieurs et de techniciens ayant un diplôme spécialisé en agriculture biologique. Et merci. Merci pour la question. Donc, si vous souhaitez répondre, et après... Juste, je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment temps qu'on passe à cette formation. C'est bien de dire que le consommateur est conscient, c'est bien de dire qu'il y a une demande, c'est bien de dire que notre secteur se développe, mais aussi, moi je pense qu'on a été quand même pionnier pour avoir introduit l'agriculture biologique au niveau de la formation des ingénieurs. Aujourd'hui, il est grand temps, avec la réforme qui se passe à l'ERESA actuellement, je pense que tout un chacun de nous, surtout vous qui êtes enseignant, qui êtes directeur, qui êtes expert, je pense qu'il faudra mettre de la pression pour aller un peu plus rapidement par rapport à cette formation et pourquoi pas l'ouvrir, pas seulement pour la Tunisie. Moi, je suis pour que, avec les connaissances et la maîtrise qu'ont nos enseignants en matière d'agriculture biologique, je pense que c'est vraiment, il faut absolument l'ouvrir, pourquoi pas, à l'Afrique du Nord, via ce projet, ou via... Donc je pense qu'il est temps de le faire et de faire de la promotion dessus. Moi, je suis certaine qu'on peut le faire même avec l'Afrique. Et ça peut être une spécialisation qui pourrait attirer beaucoup de gens. On peut profiter de ce pôle de connaissances nord-africain, mais aussi du pôle africain pour développer cette formation à l'échelle de l'Afrique, moyennant vos compétences que vous avez acquis depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut qu'on y aille et pourquoi pas ne pas oser l'internationaliser au plus vite. Merci. Merci beaucoup. Donc la dernière question, on est désolé, on est très pressé par le temps. Donc monsieur. Merci. Je me présente, Hamad, la professeure à l'INAT. Je suis actuellement responsable du projet ASCO de l'EFO, qui est un projet d'appui au service de fonction officielle, parmi lesquels il y a aussi une composante agriculture biologique. Madame Semia a mentionné le projet PACE,
qui est un projet d'appui au ministère de l'Agriculture, parmi lequel il y a cette action ASCO. Moi, ce que je voulais dire, c'est penser un peu plus large. Peut-être si vous avez parlé un peu d'agroécologie, d'agrosystème, et l'agriculture biologique en tant que telle pour l'appuyer et pour qu'elle soit plus dynamique. Moi, je pense qu'il y a 3 acteurs principaux. C'est un fournisseur d'intrants, c'est le producteur qui est l'agriculteur et par la suite, c'est le consommateur. Il faut créer une dynamique entre ces 3 et en implémentant des moteurs de travail de chacune, et ceci, bien sûr, dans un triangle où se placerait au milieu, bien sûr, les autorités compétentes qui doivent mettre la législation appropriée et les moyens, bien sûr, de contrôle avec tout ce qui est service de contrôle approprié. Moi, je voulais dire aussi qu'au niveau, principalement, des intrants, que ce soit les semences, que ce soit donc les fertilisants, les biopesticides et autres, il y a besoin de travailler beaucoup plus. Moi, je pense qu'en Tunisie, malheureusement, on n'a pas du tout de start-up qui sont développées en matière de production végétale. Et c'est dommage. Je me rappelle qu'il y avait à un certain moment une idée de créer un pôle technologique ici à Châteaumarem, qui est l'Hortipolis. Et cette idée, malheureusement, s'est dissipée par la suite. Nous avons beaucoup de potentiel. Les agriculteurs ont beaucoup de problèmes à trouver les produits biologiques qu'ils trouvent chers, parfois pas efficaces, non adéquats, qui ne sont pas disponibles. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'en collaboration entre l'UCTAD et ainsi que les centres de recherche qui sont très avancés dans différentes régions du pays, que ce soit de l'ERISA ou d'autres institutions, et qui ont des idées très innovantes qu'ils peuvent mettre en place pour qu'ils soient dans le domaine appliqué, et puis aussi donc essayer de dynamiser les autres secteurs, la production par l'agriculteur avec tout ce qui est bien sûr paquet technologique, et au niveau du consommateur, c'est tout ce qui est marketing et faire savoir les intérêts du bio par rapport au consommateur légal, bien sûr, local, et aussi le marché de l'export. Donc ma question, comment dynamiser la production des intrants, et est-ce qu'il y a des idées qui pourraient être faites à travers ce projet? Merci beaucoup. Donc, si vous souhaitez répondre ou... Je voulais juste dire que c'est très important ce que vous dites. Le secteur de l'agriculture biologique n'est pas une filière, c'est un secteur. Et c'est une série de filières. Et quand on parle déjà filière, ça veut dire qu'on parle de l'amont jusqu'à l'aval. Donc, c'est considéré, c'est un des maillons. La production d'intrants est un des maillons des filières. Et chaque filière, à la limite, pourrait avoir son propre maillon d'intrants, entre guillemets. Il y a des spécificités par filière, mais on peut trouver ça à l'horizontale. Donc, oui, donc si on parle de développement de filière, automatiquement, le maillon des intrants doit être considéré. Et d'ailleurs, quand on a fait la cartographie des différentes filières, ce maillon existe bien et il est bien représenté. Maintenant, où c'est, comme on disait avant, l'œuf ou la poule, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, moi, de plus en plus, je signe des autorisations, aussi bien d'importation, donc pour les privilèges, pour les intrants bio en importation, que pour tout type d'intrants donc, qui bénéficient des privilèges, etc. Donc, ça commence à devenir un certain nombre. Je crois qu'on a aujourd'hui une quarantaine d'entreprises qui font de l'importation d'intrants pour les produits bio, donc aussi bien phytosanitaires que fertilisants, etc. Donc, ça commence, vous me dites, il faudra que ça vienne de l'extérieur, il faut développer à l'intérieur, certes oui, mais une chose n'empêche pas l'autre. On a aussi quelques entreprises qui développent et qui commencent à s'intéresser. Donc, je pense que c'est une dynamique qui, au fur et à mesure que le secteur se développera, elle se mettra en place et c'est la demande qui crée finalement ce travail. Bien évidemment, l'innovation, et on reste ouvert à toute forme de proposition qu'on aiderait très volontairement si on veut aller vers plus de production, surtout en culture maraîchère et en arbo qui sont demandeurs, ces filières sont demandeurs donc d'intrants. Et on reste ouvert bien évidemment pour travailler sur ces maillons des filières.
Merci beaucoup. Juste un petit complément. Merci beaucoup, Sylvie, pour votre intervention. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'interconnexion entre tous les intervenants de notre projet et tous les intervenants du bio. Donc, notre projet va créer certainement des synergies, va renforcer les synergies et aussi il va créer de la dynamisme. Donc, nous avons noté votre remarque et nous allons prendre en considération. Merci. Merci beaucoup. Donc, on passe à la clôture. Donc, je voudrais juste ajouter que oui, il nous a séparés, mais finalement, l'agriculture biologique, elle nous a réunis ensemble, en présentiel ou en ligne. Cet événement a été très réussi et je donne la parole de clôture pour M. Pratt. Merci. Mesdames et Messieurs, chers honorables participants, au terme de cette journée de lancement du projet Pôle de connaissances de l'agriculture biologique en Afrique du Nord, je voudrais me réjouir de l'opportunité qui a été donnée au Centre technique de l'agriculture biologique. Je suis très content de la présence nombreuse et active des participants, que ce soit en présentiel ou en virtuel, ce qui a donné un cachet spécial à cet important événement. Je salue et je remercie en particulier les conférenciers, en premier lieu Madame Dorit, et aussi ses collaboratrices, Inès, Khaoula et Jouhaina, qui lui ont aidé à présenter suite à un problème technique. Madame Samir Mahmoud, merci beaucoup. Monsieur Mohamed Al-Nabi, Monsieur Hatem Sheikh Mohamed, pour leur pertinente présentation. Merci. Je félicite le comité d'organisation et toute l'équipe du CTAB qui a travaillé durement pour la parfaite organisation de cette belle rencontre d'échange. Je remercie aussi Madame Cyril Bardali pour l'excellente modération et toute son équipe pour le professionnalisme qui a été montré. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, sans tarder, permettez-moi maintenant de clôturer cette journée par la signature de 2 conventions qui entrent dans le cadre du projet Pôle de connaissances de l'agriculture biologique en Afrique du Nord. Donc, j'invite les représentants du Startup BioAgriHelpers et la représentante de l'association Wallahuikan. Donc, on va se mettre de l'autre côté pour la signature. Aslima, Anna Maïsa Ghzel, cofondatrice de BioAgriHelpers. Je suis très heureuse d'être partie de l'équipe KHNA et de coopérer avec l'ECTAB. Je salue toute l'équipe et merci beaucoup. D'accord. Donc, il y a la cofondatrice Maïsa Ghzel ici dans l'écran, donc on la voit très bien. Et aussi M. Ahmed Mani, vous pouvez commencer à présenter la start-up. D'accord. Je me présente, je m'appelle Ahmed Mani. Je suis un membre de l'équipe BioAgriHelpers. En fait, BioAgriHelpers, c'est une start-up, une nouvelle start-up née ici en Tunisie. Notre but, c'est d'améliorer, de promouvoir l'agriculture biologique en proposant des solutions modernes, digitales. En fait, nous essayons de l'information, d'aider, d'orienter, d'ériger tous les partenaires, tous les participants dans ce domaine à mieux produire et à mieux trouver des solutions pour leur production. Et on passe maintenant à la situation. Voilà. نقدم بدك تعدل أنا عضوة de l'association Wallahuikan.
Cette association est formée par l'Autre Hamadi depuis 5 ans. Notre approche est de s'investir essentiellement sur l'enfance et l'éducation. Nos projets essentiellement sont essentiellement dérivés sur l'enfance et s'approfondir sur l'enfance. Notre premier projet est l'internat pilote au Maghreb. C'est une région nord-ouest tunisien. L'objectif. L'internat pilote de Maghreb. L'objectif est d'améliorer la situation et l'éducation à l'internat et de transformer cet établissement scolaire en établissement social. Nous avons atteindre l'autonomie énergétique par l'installation d'environ 150 panneaux photovoltaïques et du coup, l'internat du Maghreb capable maintenant de produire 4 fois plus et de distribuer 4 fois plus de son besoin à d'autres établissements scolaires. Notre objectif maintenant est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de lutter contre la malnutrition qu'on a trouvé au sein de l'internat de Maghreb. Leur première approche est de former les parents des élèves qui sont menacés d'arrêter leurs études, de les former en agriculteurs et de produire l'alimentation de leurs enfants, des élèves, et du coup, fournir un emploi et en même temps on fournit des activités extrascolaires et environnementales pour les enfants. L'idée c'est de trouver des solutions non plus immédiates pour les problématiques actuelles, mais de trouver des solutions plus durables et qui répondent à des futurs à des risques qu'on ne peut pas les voir prochainement. Une autre activité qu'on a visée est de faire une équipe de nutritionnistes spécialistes qui ont fait un menu spécial qui est bien équilibré pour lutter cette malnutrition qu'on a dans l'internat. Cette approche entrepreneuriale, ce n'est pas uniquement pour engagé à l'échelle agricole, environnementale, mais aussi qui dépasse à d'autres projets. Par exemple, notre projet Équilibré, qui s'intéresse sur la lutte à la précarité menstruelle et de construire une industrie qui fait des serviettes hygiéniques lavables et qui durent 2 ans. Notre troisième projet, c'est l'ambassade de l'enfant. C'est un centre qui accueille les enfants victimes de violences, quelles que soient physiques, verbales ou sexuelles, de les prises en charge pour les permettre à entrer dans la société future. Voilà. Merci pour. Ça me fait plaisir de voir des associations comme vous
contribuer au développement économique, social et environnemental. Donc, on passe directement à l'aspect de convention. هنا جماعة On commence par bioagriculture. Nous allons maintenant signer la deuxième convention entre le CAB, le Centre de technologie, avec l'association Wallarika. Pour une photo collective, tout le monde, donc on appelle les pénalistes et tous les présents.